Bonjour, ici Yannick Vézina et bienvenue au Café du vendredi 5 mai. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, on jase de problèmes gastro-intestinaux. Puis non, je parle pas de la gastro que ton petit-neveu t'a ramené comme cadeau de Noël cette année. Non, je parle de la cause numéro 1 des abandons en ultra-trail. Puis l'équipe scientifique de NAC se sont penchés sur le cas. Ils ont découvert que les athlètes d'ultra avaient des baisses de forme parce qu'ils utilisaient des produits inadaptés qui ont souvent un manque de protéines et une surconsommation de sucre qui entraîne des chutes d'énergie et des mal de ventre. La solution? La gamme Ultra Énergie de NAC, de l'énergie durable, des ingrédients complets, un mix de glucides naturels, simples et complexes, des protéines qui sont durables, des BCAA naturels pour réduire la fatigue musculaire. Bref, tout est là. Puis pour l'essayer, ça se passe sur le nac.com. Passe ta commande et obtiens 15% de rabais avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à ce 150e épisode de Pas sorti du bois. Ben oui, un beau chiffron, 150. Vous rappelez-vous quand le Canada a fêté son 150e anniversaire il y a une couple d'années? Bon, je vais vous avouer que le 150e de Pas sorti du bois, on n'a pas les mêmes moyens, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas fêter ça du tout. Oh non, il y a un beau concours plus tard dans l'épisode, mais il va falloir se rendre jusque-là pour pouvoir y participer. Un beau concours pour le 150e avec un événement de course que vous adorez. Aujourd'hui, vous allez voir nos athlètes québécois, ils nous font voyager. On se promène, écoutez, du New Hampshire au Parc du Bic en passant par le Portugal, les îles Canaries, le Kenya, la Sicile en Italie, la Californie, l'Arizona et bien sûr, Mont-Laurier dans les Laurentides. Vous allez voir, on se promène. C'est un épisode qui va vous faire voyager dans le confort de votre voiture, de vos espadrilles de course, peu importe vous êtes où en ce moment. Premier sujet, le Sunapee Scramble. Vous avez vu, c'est dans le nom de l'épisode, Sunapee Scramble. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une course de trail qu'il y a eu dans le New Hampshire, mais la fin de semaine passée, c'était pas juste une course de trail dans le New Hampshire, c'était les American Mountain Running Championship. Donc, c'est organisé par l'USATF. C'est les championnats américains de course en montagne et de verticale. Puis, l'équipe américaine qui va aller représenter les États-Unis en Autriche au championnat du monde dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, ça se passait là les qualifications à Sunapee Scramble. Et là, il y a deux Québécois, des noms que vous connaissez, qui sont allés jouer les troubles fêtes dans les championnats américains en performant extrêmement bien contre les meilleurs athlètes aux États-Unis. Le samedi, c'était une épreuve verticale, donc une course de 6 km qui faisait plus de 600 mètres de dénivelé positif. Et là, contre toute attente, surprise, c'est le Québécois Alexandre Ricard qui a remporté les grands honneurs avec un chrono de 32 minutes 12 secondes. Seulement 11 secondes devant Joseph Gray. Ceux qui ne connaissent pas Joe Gray, c'est une légende vivante de la course en montagne. Oui, il a fini deuxième derrière notre Québécois. Il est quand même couronné champion des États-Unis. Il va quand même se qualifier pour l'équipe. Inquiétez-vous pas pour l'ami Joe. Par contre, c'est quand même Alexandre qui a pris la première place. Ça envoie un gros message dans ce type d'épreuve-là, dans ceux qui suivent le sport, qui est plus dans la course de montagne verticale, les kilomètres verticaux, le skyrunning. C'est très gros ce qu'Alexandre Ricard a fait. Pour vous mettre en perspective, là, Joe Gray, il a été couronné 2 fois champion du monde. Donc non seulement il a été champion américain 9 ou 10 fois, il a été champion du monde de course en montagne 2 fois et c'est notre Alexandre Ricard, un Québécois qui vit à Squamish au BC, qui l'a emporté. On le félicite, c'est vraiment, vraiment très hot. Rémi Leroux, un autre Québécois, vous connaissez pour ses films qu'il fait sur le trail. Rémi fait du contenu exceptionnel. Si vous ne le connaissez pas, allez voir ce qu'il fait. Il a très, très bien performé. Lui, il a fini 9e. Donc, s'il avait été américain, il se serait qualifié pour l'équipe américaine. Je vous rassure, Ricard et Leroux sont tous les deux déjà qualifiés pour l'équipe canadienne, mais sont allés brasser un peu les cartes, puis
On a vu, il y a de la couverture pour ce type d'épreuve-là aux États-Unis. Le sport est beaucoup plus populaire qu'ici. Puis on a vu des articles, des tweets. C'est qui ça, Ricard Leroux, dans le top 10? Très, très impressionnant. C'est pour ça que je vous dis à la blague qu'ils sont allés jouer un peu les troubles fêtes. Bien sûr, plein d'athlètes masculins et féminins se sont qualifiés là-bas pour l'équipe américaine. Mais je trouvais ça le fun de voir ce que nos deux Québécois ont fait. Le dimanche, le lendemain, c'était les championnats américains de course en montagne, donc pas le vertical. On parle d'une épreuve de 13 km et 1030 mètres de dénivelé positif. Chez les hommes, c'est l'Américain Daniel Kurtz qui a remporté les grands honneurs, mais encore une fois, nos deux Québécois étaient pas loin. Ricard a terminé 2e à 90 secondes de Kurtz. Rémi Leroux, lui, a terminé 5e, donc deux Québécois dans le top 5. Le lendemain, les mollets devaient être un peu pétés du vertical de la veille, mais ça les a pas arrêtés. La plupart des athlètes, faut le dire, font les deux épreuves. Mais très grosse performance encore là. Rémi Leroux, 5e, c'est vraiment très hot. Ricard, 2e. Chez les femmes, c'est l'Américaine Grayson Murphy qui a remporté les grands honneurs les 2 jours, le samedi, le dimanche, avec des larges avances sur des formats aussi courts. C'est impressionnant la distance qu'elle a pu mettre sur la 2e. C'est un nom qui est à retenir. Grayson Murphy, moi je le connaissais pas, mais autant Ricard Leroux que des Daniel Kurtz, que des Grayson Murphy, ça va être des noms à suivre cette année en Europe, là où le skyrunning, les kilomètres verticaux sont extrêmement populaires. Félicitations à ces deux Québécois-là, c'est vraiment, vraiment très hot. Vous devriez peut-être les entendre bientôt à Pas sorti du bois, paraît-il. C'est une rumeur qui court, je dis ça, je dis rien. Mention spéciale aussi à Anselme Poher, le frère de Sam Poher, que vous connaissez peut-être, je tiens à le mentionner, c'est pas juste le frère de Sam dans la vie, c'est juste que j'ai reçu Sam au podcast, Sam est allé à d'autres podcasts, c'est plus connu peut-être que son jeune frère, qui lui a pris la première place dans la catégorie des moins de 20 ans, donc grosse performance d'Anselme Poher, qui lui aussi va être sur l'équipe canadienne en Autriche, donc c'est beau de voir ces Québécois-là. Je pense qu'il y en avait d'autres qui étaient là aussi, mais je tenais quand même à mentionner Ricard, Leroux et Poher qui ont, c'est ça, joué les troubles fêtes. J'aime dire qu'ils ont joué les troubles fêtes là-bas parce qu'ils ont surpris tout le monde. Deuxième sujet, on traverse l'océan, puis là on se rend en Sicile. Non, on n'est pas dans un décor du parrain de Godfather, la mafia italienne. On est loin de là. On parle de la Cursa di Ciclopi, désolé pour l'accent, où on avait 2 Québécois, Yvan Lheureux et Éric Megui, qui participaient. Écoutez, on parlait de format court tantôt, 6 km, 600 mètres des plus. Là, on change complètement. On passe à l'autre extrême, on parle des courses XXL. La Cursa des Cyclopes, on parle de 509 km et 22 000 mètres de dénivelé positif. Une longue trotte. Écoutez, ça a l'air magnifique. Ça traverse le territoire de 50 communes, 8 des plus beaux villages d'Italie, 4 parcs régionaux, une partie de Santiero Italia, la crête des Nebrodi et le plus haut volcan actif d'Europe. Écoutez, il y a des portions à plus de 2800 mètres d'altitude. Ça a l'air magnifique comme course. Je sais que tout ce que je viens de dire fait rêver. Rappelez-vous, 509 km. J'en avais brièvement parlé avec Éric Megui quand il était venu à l'épisode 132. Moi, je me préparais pour mon 100 000 de l'année, mon épreuve A, ma course objectif de l'année en janvier en Arizona. Lui, c'était une de ses différentes courses de 100 000 qui enchaînait dans un temps complètement fou. Il enlignait ça un après l'autre aux 2-3 semaines. En préparation de la Cursa di Ciclopi, il faut dire que pour Éric Megui, ça a payé parce qu'il l'a terminé. Yvan Lheureux aussi. En fait, Yvan et Éric ont terminé ensemble, main dans la main, avec un troisième compatriote. Donc, c'est main dans la main avec l'Italien Giovanni Braccato. Tous à égalité à la 29e place pour un chrono total de 165 heures et 38 minutes. Je comprends toujours pas. J'ai fait des longs ultras, je suis fier de ce que j'ai accompli, mais je suis pas capable de figurer, de comprendre ce type d'effort-là. 165 heures dans les montagnes siciliennes, 509 km, c'est des chiffres qu'on lance comme ça. Quand on les divise en 24, le nombre d'heures, tu te dis, OK, ça n'a aucun sens ce que tous ces athlètes-là qui ont participé ont fait, mais gros shout-out à Yvan, le grand Manitou qui Manitou, et Éric Megui, c'est très, très hot. Félicitations, messieurs. Ça a l'air d'avoir été une expérience assez exceptionnelle. Vous nous avez fait rêver, ceux qui ont vu des photos qui ont été partagées sur les médias sociaux. C'est vraiment très hot. The Canyon, j'en ai parlé plusieurs fois dans les dernières semaines et j'ai reçu Mélodie Gilbert qui allait y participer il y a 2 semaines.
Je commence en félicitant tous les Québécois qui ont pris le départ. Il y en avait beaucoup. C'était beau à voir cette délégation québécoise-là. C'est pas une course qui est facile de base, mais on sait que c'est déjà difficile de s'entraîner pour un gros défi aussitôt dans la saison. Imaginez en plus quand on doit partir du Québec frisquet, printemps, pas printemps, on sait pas trop, à des canyons sans ombre à plus de 35 degrés Celsius. C'est un gros challenge d'aller participer à The Canyons en avril. Plusieurs Québécois ont relevé ce défi-là. Ne serait-ce que de prendre le départ, c'est un gros accomplissement. Bravo à tout le monde. 2 performances en mention spéciale. Je ne vais pas nommer tout le monde qui a performé là, mais Mélodie Gilbert, 8e femme sur le 50 km. Donc, si vous vous rappelez dans l'épisode, elle se qualifie pour l'OCC dans le cadre de l'UTMB. Donc, Mélodie sera à Chamonix au mois d'août prochain pour participer à l'OCC, la petite sœur de l'UTMB. Avec 55 km et 3700 quelques mètres de dénivelé positif. Très, très cool pour Mélodie. Je suis vraiment content pour elle. Ryan Atkins, qui est un champion du monde de Spartan Race, qui est aussi un habitant de Sutton en Estrie. Ryan, c'est un gars qui touche à la trail depuis quelques années à travers ses performances en Spartan Race, en course à obstacles. On l'a vu participer à des courses de la Golden Trail Series, à la finale de la Golden Trail Series il y a quelques années, mais là, on sent qu'il est vraiment là en mode ultra. C'était son premier 100 000, si je ne me trompe pas. Il a terminé 6e homme à The Canyons, qui est une course qui est très compétitive. Donc, lui aussi, en finissant dans le top 10, dans cette course-là qui est by UTMB, qui est un major, donc le top 10 de chaque catégorie se classe pour sa course de l'UTMB. Ryan va être à l'UTMB cette année, le Grand Tour du Mont-Blanc. Donc, vraiment très hâte. Ça va être un nom à surveiller. Je pense que c'est un gars qui est un athlète exceptionnel, pas de doute là-dessus, mais qui pourrait surprendre beaucoup de monde cette année à Chamonix. J'attire votre attention sur 2 projets caritatifs qui sont pilotés par des gens de la communauté que je trouvais important de mentionner. D'abord, Julie Berthiaume, que j'ai reçue à l'épisode 136 en compagnie de son conjoint Cédric Chavanne, participe à l'organisation d'une ascension du pic Champlain dans le parc national du Bic avec Audrey-Anne qui effectuera la montée à bord d'une jouelette, donc une chaise qui est adaptée. Un super beau projet. Le lien de l'événement est dans la description de l'épisode. Ça se passe le 27 mai prochain. Ça commence à 7h30, donc les gens de la région, les gens qui seront dans le coin du Bic, je pense que ça vaut la peine. Ça va être un bel événement, beaucoup de monde, j'espère qu'ils vont être là. Donc, on a hâte de suivre ça. Le lien de l'événement, comme je vous dis, est dans la description de l'épisode. Sinon, si vous tapez Pic Champlain pour Audrey-Anne sur Facebook, vous allez trouver l'événement. Vraiment une belle cause. Autre projet caritatif, le défi Mont-Laurier, Mont-Royal d'Éric et Jean-Sébastien. En fait, c'est la fin de semaine du 19, 20, 21 mai. Éric Brisson et Jean-Sébastien Drolet, qui sont 2 coureurs de la communauté trail, qui sont diabétiques de type 1, qui vont faire un défi de connecter le Mont-Laurier au Mont-Royal en passant par la piste cyclable du Petit Train du Nord, puis faire de la route à la fin. On parle d'une trotte de 200 plus kilomètres. Ils vont ramasser des fonds pour la fondation Fred, qui est une fondation pour les enfants diabétiques. L'objectif de leur cause, c'est d'amasser 7 500 $. Ils ont déjà presque 3 000 $ d'amassés, donc let's go, on fait un petit don pour la cause. Encore là, le lien pour donner est dans la description de l'épisode. On approche de la portion entrevue de l'épisode, mais je tenais à mentionner que le coaching du coureur, qui est la portion coaching de la clinique du coureur que vous connaissez bien, lance des camps d'entraînement au Kenya. Je ne sais pas si vous avez vu dans les dernières semaines une partie de l'équipe de la clinique du coureur qui était au Kenya, dont Mathieu Blanchard, dont Alex. On a vu du contenu être créé. Ça va l'air vraiment trippant comme voyage, comme immersion dans ce bastion de la course. Mais là, on a appris qu'ils vont organiser des camps d'entraînement en mars 2024 pour des coureurs de tous les niveaux. Ça va se passer à Iten, en plein cœur de la vallée du Rift, qui est le village qui a vu naître tellement de légendes de la course à pied, plus du marathon quand même, il faut le dire. Mais je tenais à parler de ce projet-là parce que c'est la clinique du coureur, ils sont hyper impliqués dans la communauté trail. Puis l'occasion d'aller courir au Kenya, que ce soit de la route, de la trail, du sentier de terre battue, peu importe ce que c'est, toute une expérience. Puis, pour vrai, quand j'ai vu les prix pour ces trips-là,
C'est vraiment très accessible. Puis c'est pour tous les niveaux, hein. Il y a un groupe qui s'appelle Progression, qui s'adresse à des coureurs qui peuvent suivre un pace, on dit environ de 5 minutes du kilomètre. Puis il y a le groupe Découverte qui s'adresse à des coureurs qui peuvent suivre un groupe durant des jogs à environ 7 minutes du kilomètre. Donc, vous voyez, c'est quand même super accessible. Puis si vous trouvez que ces vitesses sont un peu rapides, mais ça vous intéresse, vous avez jusqu'en mars 2024 pour augmenter tranquillement votre vitesse puis peut-être être dans le groupe Découverte. Tout ça, c'est vraiment, vraiment très le fun. Donc, les inscriptions ouvraient le jeudi 4 mai. Donc, faites vite parce que d'après moi, ça va partir vraiment très vite. Dernière chose avant qu'on se laisse, c'est l'heure du concours, c'est le 150e épisode, fallait bien faire quelque chose de spécial, puis mes amis de l'Ultra Trail des Chic Chocs t'offrent ton dossard pour son épreuve de 23 ou 26 km, puis si tu veux t'attaquer à une distance ultra, ben c'est le prix du 23 ou 26 km, donc c'est 130$ qui vont s'appliquer sur ton coût d'inscription, donc ça revient vraiment pas cher pour faire une épreuve de l'une des plus belles courses de trail. On peut dire au Québec, au Canada, mais au monde, c'est les Chic Chocs, c'est nos rocheuses à nous, c'est nos montagnes abruptes, c'est ce qu'il y a de plus difficile en termes de montagnes au Québec, puis il y a un événement qui est au cœur de ça. Moi, je vais y être cette année du 18 au 20 août prochain, je vais couvrir l'événement avec le podcast, avec l'UTCC, mais tant qu'à être là, on va courir le 26 km du dimanche au Mont-Xalibu. C'est une track que j'ai faite l'année passée quand j'étais dans le coin avec Éric Lévesque, qui est le directeur des courses. Ce parcours-là est tout simplement magnifique. Si tu veux participer, on va faire ça simple pour le concours. Mais d'abord, il faut que le gagnant qui va être pigé aime déjà les pages Facebook et Instagram de l'Ultra Trail Chic Choc et de Pas Sorti du Bois. Si t'as pas Facebook, si t'as pas Instagram, c'est pas grave. Mais si tu les as, va aimer ces pages-là. Après ça, il faut que tu m'écrives en messagerie privée à Pas Sorti du Bois. Encore là, Facebook ou Instagram, pas important. Il faut que tu m'écrives quel est le scoop qu'Éric Lévesque, le directeur des courses de l'UTCC, a dévoilé au party de Noël virtuel 2022 de Pas Sorti du Bois. Parmi toutes les personnes qui auront eu la bonne réponse, je vais faire tirer le dossard le mercredi 10 mai prochain. Donc, vous devez faire vos recherches si vous n'avez pas déjà la réponse et m'envoyer ça avant le 10 mai prochain. Bonne chance tout le monde! C'est l'heure de recevoir mon invité de la semaine. Je vous ai parlé de lui parce qu'il était dans le groupe de Québécois à Madère pour le Mute. Il a fait une performance exceptionnelle. C'est sa deuxième fois à Pas Sorti du Bois. Mesdames et messieurs, voici Martin Dagenet. Martin Dagenet, bienvenue à Pas Sorti du Bois. Merci. Une deuxième invitation. On est à distance et là, je vois derrière toi, tu as un fond qui est Madère. Ça a l'air paradisiaque. Vous nous avez fait rêver, toute la gang de Québécois qui était au Mute à Madère. Là, toi, tu continues de nous faire rêver avec un fond d'écran comme ça. Là. Est-ce que c'est en direct? Ben, pas c'est en direct, mais est-ce que c'est rediffusé ou non, ça ne le sera pas, mais écoute, ça va teinter l'épisode parce que moi, j'ai l'impression de te parler comme si c'était à Madère, fait qu'on va se sentir encore plus dans l'action. Là. C'est une fausse représentation parce que c'est juste une photo. Je suis bien de retour à Québec depuis hier, en fait, depuis 24 heures. Ah, on est lundi, aujourd'hui, le 1er mai, puis j'ai recommencé à travailler. La vie reprend pour moi depuis maintenant 4 jours, depuis mon retour. Ben, parlons-en parce que tu étais à Madère, j'en ai parlé dans les cafés du vendredi. Je pense que j'ai parlé deux épisodes consécutifs avant et après la course. J'ai parlé de ta performance exceptionnelle, puis je vais vouloir qu'on y revienne. Mais comment tu as choisi cette course-là dans ton calendrier de course cette année? Comment tu as décidé de te dire, OK, cette année, je vais à Madère, je fais le 42? Pour le vrai, ça s'est vraiment décidé sur un coup de tête. Puis, en fait, je te résume ça rapidement. Là, j'étais avec Joanie puis Julien, on se mangeait une petite poutine à la maison de Joanie et Julien. Puis, je parlais avec Joanie à savoir c'était quoi ses projets au mois de mars, avril. Moi, je voulais partir pendant ces 2 mois-là en voyage. Puis, en demandant à Joanie, c'est quoi ses plans au mois d'avril? Est-ce qu'elle a des suggestions de voyage? Elle me dit, ben Martin, je m'en vais faire le Mute au mois d'avril, fin avril, fait que ça pourrait être une belle option pour toi. Puis, sur le coup, j'ai dit, ben, sais-tu quoi? C'est une excellente idée. Cette course-là, elle se place parfaitement dans mon calendrier. Puis, même peut-être un peu tôt, là, c'est le mois d'avril. Donc, habituellement, je suis plus d'heure à faire du ski, puis faire du ski, en fait, jusqu'à temps qu'il y ait de la neige. Là. Surtout à Québec, on a de la chance d'avoir de la neige quasiment jusqu'au mois de mars, avril, puis encore quelques semaines après. Donc, j'ai mis mes chaussures dans mes pieds un peu plus tôt cette année, puis je me suis préparé pour cette course-là. On avait parlé quand tu étais venu à l'épisode 113, oui, les courses, mais souvent les courses, c'est un prétexte pour aller à une destination où on ne sait pas qu'est-ce qui vient avant, le voyage ou la course, mais tout ça se mixe, puis ça fait partie de ton processus. Je me rappelle, je t'avais reçu, on avait enregistré, puis je pense qu'on avait parlé
une autre heure et demie après l'épisode juste de voyage ici dans mon sous-sol après l'épisode, puis ça fait partie de ton processus. Là, je comprends qu'il y avait Mute, mais il y avait ce 2 mois de voyage-là. Qu'est-ce que tu as fait à travers ça? Qu'est-ce qui t'a mené justement jusqu'à Madère? Ben, le premier projet pour moi, c'était d'aller en Floride avec deux amis qui, une d'entre elles a un van, puis je me suis juste greffé un projet. Un peu comme avec Joanie, là, je cognais à des portes en demandant c'est quoi les meilleures destinations à aller au mois de mars, au mois d'avril. Tu sais, c'est facile durant l'été, l'Europe, l'Ouest américain, en fait, il fait un peu beau partout là, quand c'est sur l'hémisphère nord, tu peux aller partout quand c'est l'été. Mais là, au mois de mars, avril, des fois, c'est un petit peu moins évident, surtout faire de la randonnée et faire de la course. Donc, j'ai cet ami en question qui me dit, ben, viens en Floride, je descends en van, puis il y a Johan Rock qui a besoin de nous pour son projet de traversée de la côte atlantique. Donc, ça a été une partie du voyage, puis une des raisons pour laquelle je suis allé, mais c'était surtout pour quitter le froid puis faire autre chose avant Madère. Fait que tu as partagé quelques kilomètres avec Johan. Comment il allait quand tu étais avec lui? Il allait bien. Hey, pour le vrai, il m'a impressionné. Ouais. Beaucoup de difficultés, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de moments où il était en mode pas réflexion sur son projet, mais beaucoup de difficultés, vraiment, là, des longues lignes droites, beaucoup de chaleur, puis il allait super bien. Au contraire, là, je trouvais que son moral était numéro un, ses pieds. Par exemple, c'était complètement l'inverse de son moral, là. Ça allait moins bien, mais autrement, son moral était bon, son énergie était bonne. Mais comme n'importe qui se lance dans un projet de marche ou de course, j'ai l'impression que ça l'abîme un peu le corps, puis lui, c'était ses pieds. Mais il allait Ouais. super bien. Bon, c'est encourageant. Là, ceux qui le suivent sur Kofi, on peut le suivre quasiment tous les jours. Il écrit, il pose des photos, puis on a vu l'état de ses pieds. Mais là, je pense que c'est très positif. Il vient d'entrer dans l'Appalachian Trail après quasiment 2 mois à faire beaucoup de routes. Beaucoup, tu sais, la Floride, c'est pas là qu'il y a les single tracks les plus paradisiaques. C'est complètement différent comme style de paysage. Mais là, il vient de rentrer dans l'Appalachian Trail. Fait qu'il doit rentrer dans quelque chose qui connaît un peu plus des sentiers typiques. Qu'est-ce qui était cool avec Johan, c'est qu'il nous a fait vivre aussi des endroits qu'on n'aurait pas pensé visiter en Floride. Tu sais, OK. souvent, les gens vont sur les côtes, autant sur la côte est que sur la côte ouest. Mais nous, on a visité un peu le secteur agricole, la campagne de la Floride pendant peut-être 3-4 jours. Puis ça m'a donné un peu une autre image de la Floride au-delà des plages, puis des vagues, puis des grands hôtels sur le bord des côtes. Mhm. On a vraiment vu quelque chose de différent, puis on a partagé ça avec lui. C'était vraiment génial. Fait que c'était ma petite parenthèse. Est-ce que vous avez amené de la bouffe? Parce que Johan n'arrêtait pas de dire, quand il est venu au podcast juste avant de partir, quand il en parlait dans des articles, il disait, s'il y a des Québécois qui sont de passage, s'il y a des gens que vous connaissez qui passent, puis qui sont proches, puis qui veulent venir passer quelques jours sur le sentier avec moi, amenez de la bouffe. Est-ce que ça a été le cas? On a amené de la bouffe. Johan a été bien nourri. Donc, on a été des bons chefs cuisiniers. Puis, tout ce qu'on demandait, tout ce qu'on disait, tout ce qu'on demandait, pas donc, mais tout ce qu'on proposait à Johan, il l'acceptait. OK, bon. Vraiment, Johan, il ne refusait rien, mais c'est normal, là. Quelqu'un qui marche autant, il nous a vidé notre frigo, mais ça nous a fait vraiment plaisir là, de le nourrir. Bon, ben, c'est le fun d'entendre. Donc, la route vers Madère. Suite à la Floride, 2 jours au Québec, je réenfile mes skis pour faire un contraste avec le vélo et la course. Ça a été mes 2 dernières journées de ski. Ensuite de ça, ça a été direction les Canaries. Fait que OK. les Canaries, pourquoi les Canaries? Parce que c'est un endroit qui est proche de Madère. Au début, j'hésitais, est-ce que je pouvais aller peut-être au Maroc, aller dans la classe, parce qu'il y a des grosses montagnes. Puis mon choix s'est arrêté sur les Canaries, parce que c'était une question de réputation. Je parle avec mon ami Théo qui avait déjà été. Fait que pour moi, c'est plus significatif quelqu'un qui me dit hey, va à telle place qu'une recherche que je vais faire des fois sur Google. Fait que des fois, une expérience comme celle que Théo a vécue en me disant que c'est vraiment un bel endroit, moi, ça m'a juste encouragé à y aller. Donc, je suis allé, mon choix s'est arrêté sur l'île de Lanzarote puis Fuerteventura. Fait que 2 îles volcaniques. Puis toi, Lanzarote, avec un peu de recul, c'est peut-être pas l'île que j'aurais choisie. OK. Vraiment, c'est super beau. Tu sais, je peux pas me plaindre, là, il fait chaud, il y a des belles plages. Mais tu sais, c'est souvent des petites randonnées. Fait que moi qui voulais peut-être faire des longues journées de rando, des longues journées de course, ben souvent le hike était une dizaine de kilomètres, une quinzaine de kilomètres, puis ça s'arrête là. Fait que OK. je suis obligé des fois de faire
comme 2 secteurs sur l'île pour pouvoir faire une journée, tu sais, de 5, 6, 7 heures de course ou de rando. Ça reste quand même beaucoup, là, mais c'est ça. À faire un autre choix, je pense que j'aurais peut-être opté pour Grande Canaria ou Tenerife. Mais vraiment, comme je te dis, je suis pas un gars qui se plaint là-dessus. Là. J'ai profité de l'île puis de ce qu'elle pouvait me donner. J'ai rencontré vraiment du monde sympathique aussi. Là. C'est un projet que j'ai fait tout seul aussi. Fait que, à traîner un peu dans les auberges de jeunesse. Ce qui fait en sorte que le voyage était cool, justement, c'est les gens que j'ai rencontrés aussi. Puis, complètement des gens aussi qui sont à l'opposé de la course à pied. Ils t'arrivent là un peu comme un extraterrestre en disant que tu te prépares pour une course. Les gens, nécessairement, sont pas toujours prêts à ça quand eux, leur projet, c'est profiter du soleil, se reposer, faire un peu de surf. Donc, je faisais des fois mon indépendant et j'allais profiter des montagnes de mon côté. Il y avait un objectif aussi, je suppose, d'entraînement, au-delà de voyager puis de voir des beaux paysages. À quelques semaines du mute, là, tu étais dans des conditions qui ressemblaient probablement pas mal plus à ce qui t'attendait là que quand tu fais du ski au Mont-Saint-Anne, là. Ah ouais, exactement. À un moment donné, pour préparer pour un événement de course, il faut quand même que tu mettes tes souliers de course, hein. Ouais, ouais. Donc, dans ce cas-ci, ouais, il y avait toujours en tête mon événement au Mute. Mais en même temps, je faisais pas le 115 km. La préparation puis le volume que ça me demandait d'entraînement versus quelqu'un qui se préparait pour le 115 ou le 85 km du Mute. Je pense que j'ai réussi à trouver l'équilibre là, entre je m'amuse, je me repose, puis en même temps, je m'entraîne. Mais oui, en effet, mes journées, le morceau le fun de ma journée, c'était souvent les courses que je faisais puis les randonnées, là. Mais ensuite de ça, j'étais sur Lanzarote, mais je me suis promené après ça sur Fuerteventura. Puis ça, vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Plus de montagnes, toujours aussi volcanique puis désertique. Là. C'est un gros contraste aussi avec, Ouais. Madère qui a beaucoup de végétation, des arbres, des sections super verticales. Là, je me retrouve sur Fuerteventura, c'est encore une fois, c'est un peu comme Lanzarote, c'est volcanique, il n'y a pas beaucoup de végétation, mais tu vois, là, j'ai pu faire des plus longues courses. Vraiment, j'en ai eu pour mon argent un peu plus à cet endroit-là. Donc, ben, c'est un truc que je voulais te parler, justement. Tu parlais d'entraînement. L'année passée, je t'avais reçu, juste après l'UTMB, tu avais participé à la CCC, donc du très long, du 100 km, du 6000 mètres dénivelé, des longues journées sur les pattes. Là, est-ce que tu t'es préparé différemment quand cette course-là, ben, c'est un 42 km, pas dire que c'est petit, on s'entend, mais c'est différent du défi que tu t'étais lancé avec l'UTMB quelques mois plus tôt, là? Quand je t'avais parlé de la CCC puis de ma préparation, je t'avais dit que c'était pas optimal. Il Ouais. y avait beaucoup trop de randonnées avant la course pour une course qui était, en fait, qui me demandait de courir énormément, des longues descentes, des longues montées, beaucoup de plats. Même s'il y a 6000 mètres de dénivelé, c'est très courable, la CCC. Ben oui. Là, vraiment, j'ai mis de côté le sac à dos dans les derniers mois. Il n'y a pas eu beaucoup de rando, ben, surtout l'hiver, là, ça se prête un petit peu moins à ça, d'enchaîner les journées de randonnée, mais j'ai fait un peu plus mes devoirs, j'ai couru un peu plus. Je trouve qu'encore une fois, j'ai trouvé le bon équilibre entre je profite de l'hiver, je fais du ski, puis je mets mes chaussures, puis je vais courir. On se pose toujours la question, est-ce que j'en ai fait assez? Dans mon cas, c'est toujours ça, là, en termes de course Ouais. à pied. J'en fais jamais trop, j'ai l'impression. Est-ce que j'en ai fait assez pour me préparer pour un marathon là-bas? Mais vraiment, mes 2 mois avant la course, là, c'est vraiment ça qui m'a, selon moi, le mieux préparé pour cet événement-là. M'acclimater à la chaleur entre la Floride, les Canaries puis Madère, ben, le point commun entre ces 3 destinations-là, c'était vraiment la chaleur, la température en haut de 20 à 30 degrés. Donc, ça, c'est sûr que ça m'a donné un coup de main pour réussir mon objectif qui était de courir le 42 km de Madère. Mais ouais, plan d'entraînement, ça a été... cette année, j'ai fait appel à un entraîneur, donc c'est Oh, un petit peu OK. moins intuitif. Ça veut pas dire que je prends ça plus au sérieux, ça veut juste dire que je vais avoir un peu plus de structure, puis j'aimerais ça arriver à mes événements, puis avoir fait des choses intelligemment. Surtout en OK. début d'année, le but, c'est pas d'en faire trop non plus, mais pas d'en faire pas assez. Fait qu'avoir l'aide de quelqu'un aussi qui connaît ça, qui a déjà entraîné beaucoup de coureurs, ben pour moi, je pense que ça va être super utile. Puis à date, moi, le résultat montre bien que ça a fonctionné. Ouais, puis je pense qu'avec un entraîneur, il y a aussi un dosage, comme tu l'expliquais, des fois on a l'impression, il va mieux me préparer, je vais être plus prêt, oui, mais ça veut pas dire que tu vas en faire plus, même au contraire. Moi, j'avais senti ce clash-là quand j'avais commencé après 11 12 ans de course autodidacte, puis là, tu arrives avec un coach, tu dis, OK, il va me rincer, il va m'amener avec plus de kilométrage, plus d'heures sur mes pattes. Finalement, non, tu sais, c'est de savoir, oui, pousser quand il faut pousser, puis faire les grosses semaines qui sont tough, puis qui est rendu le dimanche, je veux dire, tu ressens tes jambes, puis il te reste encore une longue affaire. Et inversement, moi, c'est l'apprentissage de récupérer, d'avoir des semaines vraiment plus petites en kilométrage ou en intensité ou en volume
Alors que de manière autodidacte, avant, j'avais tendance à être un peu plus stable entre mes très, très grosses semaines et mes plus petites semaines. Fait que un coach amène ça aussi, puis on est souvent cordonnier mal chaussé. Tu sais, je sais pas pour toi, moi, je lisais, je savais ce qu'il fallait faire pour bien s'entraîner, mais tu veux en faire un peu plus. T'as une opportunité avec des amis d'aller faire une très, très longue, mais tu fais ta très, très longue avant de faire ta longue le lendemain, puis t'en rajoutes, mais c'est rare que c'est par l'autre bord que tu te laisses influencer, puis tu dis, ah, cette semaine, je me permets une petite semaine, je vais bien récupérer. Tu sais, alors que quand c'est un coach qui te dit, tu peux faire 35 kilomètres cette semaine, c'est suffisant. Parce que la semaine passée, tu n'as fait 130, peu importe. Tu sais. Je sais pas si toi, tu ressens ça là, depuis tes premiers mois avec ton coach. Mais je pense que tu as bien résumé la chose. Je pense que je garde toujours l'aspect plaisir aussi. Ouais. Puis, tu sais, j'aime ça faire des intensités, j'aime ça faire des longues sorties, mais là, de savoir comment les placer dans ma semaine, quel moment récupérer, je dis jamais non à des opportunités d'aller faire du sport. C'est juste que il y a des séances qui sont peut-être plus importantes que d'autres, puis je sais pas si c'est ton cas aussi, mais 90% de mes séances, de mes entraînements, souvent, je les fais tout seul. Ouais. Parce que j'aime ça aller dehors, j'aime ça courir, je le fais par moi-même. Comme quelqu'un qui s'en va au gym, son sport, lui, c'est d'aller soulever des poids, mais il le fait tout seul souvent, puis des fois, il va avec ses amis. Mais ce côté-là, moi, je l'ai, l'entraînement, c'est une grosse partie qui est faite par moi-même. Puis, ben, je suis capable de, justement, quand c'est ces moments-là où je suis seul, ben, de fixer pas des objectifs, mais de suivre un programme, puis de savoir où je m'en vais. Je trouve que pour moi, ça va peut-être être utile cette année. Fait que ça allait déjà bien dans tes courses avec les dernières années, mais là, avec coach, ça va être une grosse saison. Est-ce que les objectifs, est-ce que tu augmentes les objectifs? Comment tu as travaillé ta saison? Est-ce que tu l'as préparé plus méticuleusement qu'avant? Est-ce que tu as des objectifs A, B, C? Comment tu as prévu tout ça dans ton horaire? Non, non, non. Cette année, je prends ça un peu comme l'année passée. Je trouve qu'il y a des gens en partant avec Miut, tu sais, faire une course en international comme ça, c'est une super belle opportunité. C'est déjà une belle case que j'ai cochée cette année. Euh, Fait que ma préparation cette année, ça va être à peu près la même que l'année passée. Les événements qui vont s'enchaîner vont peut-être un peu se ressembler. En tout cas, pour moi, c'est l'attrait de la clinique du coureur qui s'en vient dans Ok. quelques semaines. Puis pour l'instant, en tout cas pour l'été, c'est ça. Puis après ça, gros scoop, je m'en vais sur l'île de la Réunion au mois d'octobre. Oh, Courir, pas la diagonale des fous quand même, mais la Mascareigne, le 70 kilomètres. très cool, ça. C'est une méchante belle opportunité. Ouais, vraiment. Fait que deux courses comme ça à l'étranger. Puis, bon, est-ce que cet été, je vais partir en voyage? Est-ce qu'il va y avoir une course? Comme tu dis tantôt, souvent, il y a mes projets courses, mais il y a mes projets voyage aussi. Puis souvent, c'est l'un va avec l'autre. Donc, dans ce cas-ci, pour cet été, je ne sais pas trop où je vais être. Est-ce que je vais être dans l'ouest des États-Unis? Est-ce que je vais être en Europe encore? Pour moi, il n'y a rien qui se dessine encore, mais une chose à la fois. J'aime ça, tu te laisses des opportunités pour saisir des occasions, comme Mute a été une occasion, comme tu le Ouais. racontais avec Julien Joigny. Parlant de ces deux-là, de la gang de Québécois qui étaient là, comment ça a été, ce trip-là de gang, parce que vous étiez vraiment un beau groupe de Québécois, là? Ouais, vraiment, vraiment, c'était. Je pense pas qu'il y ait déjà eu autant de Québécois. Ben, peut-être que oui, là. Mais sur Madère, en même temps, là, on était une belle délégation de Québécois, autant Nico Dan, puis son petit groupe, le QMT avec c'est la trail, le club de trail de Montréal qui était là. Il y avait les gens du QMT. Puis il y avait moi, Joanie, et Julien et Elliot aussi qui étaient dans un Airbnb. Fait que moi, j'étais vraiment avec ces trois personnes-là, Elliot, Joanie et Julien. Puis, tu vois, à l'occasion, on était allé souper avec... Ah oui, j'oublie, Jeff Cochon était là aussi. Il y avait un certain Jeff Cochon qui était là Ouais. aussi, qui est arrivé d'avance, lui, par Qui est contre. arrivé vraiment d'avance, je peux pas l'oublier. En plus, on a passé des soirées ensemble, on était allés souper ensemble, je peux pas croire que j'allais l'oublier. Mais non, non, vraiment, ça a été super cool de partager des moments avec eux, autant durant la semaine avant, après la course, puis même le surlendemain, il y a eu une belle soirée à la villa du QMT. Fait que de partager ça avec Joanie, Julien, mais là, c'était notre premier voyage, les trois ensemble. Là. Julien et Joanie, je les connaissais déjà un peu Ouais. depuis, mettons, les deux dernières années, surtout avec le ski. Mais là, de partager un 5-6 jours ensemble, ça a vraiment été génial. Une belle rencontre, une belle découverte. Tu vois, on parlait de course, mais en même temps, on parlait aussi de plein d'autres choses. Il y avait vraiment une belle ambiance avec Elliot aussi qui s'est rajouté au projet. Ben, on aura eu du fun, vraiment, là, les trois ensemble. Je dis pas qu'il va y avoir d'autres projets comme ça, les quatre ensemble, mais je trouve que des fois, de parler avec des gens, puis
partager des moments comme ça avec des gens que tu vois des fois juste un week-end. Là, tu as la chance de partager ces moments-là avec quelqu'un qui sont sur la même longueur d'onde que toi, qui mange à peu près les mêmes affaires. Réaliser qu'Eliott, il mange sans arrêt des céréales. Fait que, on s'en parlera après l'émission. Là, j'ai des scoops là, pour toi. Ben là, j'ai plein de scoops. Là. On a, bon, toi qui s'en va à la réunion, mais le scoop qui intéresse vraiment les gens, c'est Elliot qui se goinfre de céréales. C'est ça, je comprends? Exactement. Je me lève le matin, Elliot est déjà en train de manger un bol de céréales. Je déjeune, puis Elliot en profite pour manger un deuxième bol de céréales. Ça nous a coûté cher de céréales au Airbnb. Ouais, c'est ça. Ben écoute, hein, il faut ce qu'il faut, là. Ça va prendre un partenariat avec une entreprise de céréales. On a déjà envoyé les emails. Les emails sont déjà envoyés. J'adore. Le premier athlète de trail a été commandé par Kellogg. Ça s'en vient, guys. Kellogg ou Quaker, là, on attend les réponses. OK, intéressant, intéressant. Parlons de la course elle-même. Tu étais sur le Oui. 42. Ça partait à quel moment dans la journée, cette course-là? On partait, je pense que plus tard que toutes les autres courses, Oui. le départ était à 11 heures. Donc, moi, Julien, on faisait les deux le 42, on était un peu inquiets, mais on se disait que s'il faisait vraiment chaud, partir à 11 heures, c'était vraiment pas l'idéal, là. Ouais, il Surtout, vous donne pas beaucoup de chance de se dire on va partir le plus proche possible du moment où le soleil est à son plus chaud. Là. exactement, s'assurer que les gens cassent le plus rapidement possible. Finalement, les conditions étaient super bonnes. C'était un peu gris, un peu nuageux, même un peu de pluie au début de la journée. Donc, c'était super frais pour courir le 42 km. Puis après ça, ça s'est un peu dégagé, il a fait un peu chaud. Mais c'est sur une course qui dure environ entre 3h30 et peut-être 5 heures, 6 heures, ou même le cut-off, je pense qu'il est assez large aussi, là, mais Ouais. on a été chanceux au niveau température. C'est pas ça qui nous a nuit, j'ai l'impression, cette année. En OK. tout cas, pas au 42 km, mais pour les gens qui ont couru le 115, c'est sûr que plus que tu es longtemps dehors, plus aussi que tu as les chances d'avoir de la mauvaise température. Autant il a fait super froid durant la nuit, qu'après ça, durant la journée, il a fait super chaud. Puis la façon que Madère s'est fait aussi, il y a une partie de l'île qui est vraiment nuageuse, puis des fois, tu traverses de l'autre côté, tu traverses un col, puis là, il fait super soleil. OK. Tu es exposé à différents climats durant la course, puis encore une fois, encore plus pour les gens qui faisaient le 115 puis le 85 km. Je pense qu'eux, ils ont pas juste eu du froid, ils ont eu du chaud, ils ont eu de la pluie. Eux, ils en ont vraiment eu pour leur argent. Ben, c'est ça, souvent, ces îles-là, en plein milieu de l'océan, ben, en plein milieu, je veux dire, loin des côtes, il y a ces cocktails météo-là qui arrivent, puis Ouais. on le voit dans des courses comme Madère, comme la Trans-Grande Canaria ou peu importe laquelle. Ça peut changer assez rapidement. Toi, en termes de course, soit de stratégie de course ou comment ça s'est passé, et signal de départ, on part, est-ce que tu étais conservateur ou t'es parti sur le gun? Ben, j'avais un petit plan de match quand même. Je me suis dit, la course, tu regardes le profil de la course, c'est une bonne montée, ensuite un genre de plateau au sommet après 10 km. Fait que tu as une bonne montée de quasiment 1000 mètres de dénivelé sur 10 km. Ensuite, tu atteins le premier ravito. Après ça, une longue descente de 1400 mètres de dénivelé. Puis là, tu atteins un ravito en bas de l'île complètement, puis tu as une remontée de 400 mètres de dénivelé. Fait que je m'étais dit, pars assez rapidement dans la montée, mais pas en mode. Tu sais, c'est difficile en début d'année aussi là, de connaître tes sensations, Mhm. comment le corps va se comporter. Tu traînes avec toi toute ta nourriture, le matériel obligatoire, deux flasques de 500 ml. Fait que tu sais, t'es plus lourd un peu. Puis finalement, j'ai réussi à être avec le peloton de tête dès le début dans la première montée. Les sensations étaient super bonnes. Là, la stratégie que j'avais, c'était vraiment dans la descente, tu sais, d'y aller vraiment relax. Mais pas relax, mais vraiment me mettre en deuxième parce que je voulais vraiment pas trop me casser les jambes. Ouais. Surtout qu'après ça, il y avait une autre montée, puis un 10 km assez plat, vallonné plutôt, jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, je m'étais dit, si je suis capable de bien finir la course, finir fort, mettons, les 10 km avant la ligne d'arrivée, puis en me reposant un peu dans la descente, ça va super bien aller. Fait que le résultat, c'est que ça se passe super bien dans la montée, j'arrive en haut, les jambes sont encore bonnes, puis là, la descente commence. Mais là, tu descends 200, 300, 400 mètres de dénivelé, t'es rendu à 1000. À un moment donné, ça commence à piquer un peu dans les cuisses. Puis, tu arrives en bas, je remplis mes bouteilles d'eau, puis en repartant, là, tu vois que le 1400 mètres de dénivelé, ça faisait longtemps que je l'avais pas travaillé, en tout cas ici au Québec ou même quand j'étais aux Canaries. Il n'y a pas vraiment de montagnes qui me permettent de descendre 1400 mètres. C'est toujours un petit choc pour le corps. Puis de repartir après ça, ça a vraiment été pas difficile, là, mais je sentais que le corps avait quand même pas mal travaillé les cuisses, c'était vraiment musculaire.
Puis j'ai quand même réussi à rattraper, toi, deux personnes qui m'avaient dépassé dans la descente dans la dernière, je peux dire, grosse montée, là, un genre de 400 mètres de dénivelé. Mais j'ai commencé à avoir des crampes là, tellement intenses au niveau Ah des ouais. cuisses. Là. Ah ouais, derrière les ischio-jambiers, là, deux nœuds qui se sont formés à un moment donné dans une montée d'escalier. J'ai dû m'allonger sur le sol. Vraiment, je me suis fait dépasser, en fait, sauter par-dessus par deux, trois personnes qui faisaient d'autres distances. Hein. À un moment donné, tout le monde Ouais, c'est ça. était, avait merge dans la même course. Donc, personne n'était là pour m'aider, mais bon, je faisais pas tant pitié non plus. Là. J'étais pas gravement blessé, j'avais juste des grosses crampes. Je prends les deux flasques d'eau que j'avais remplies au complet. Mais là, j'ai des grosses crampes. Je prends mes deux gourdes d'eau, mais là, il n'y a plus de ravito. Fait que là, je me retrouve à avoir plus d'eau pour courir les 12 derniers kilomètres. Puis, j'ai toujours un ange gardien, j'ai l'impression, qui veille sur moi tout là-haut. Fait que je continue à monter. Puis, qu'est-ce que je vois pas? Ben, c'est des pompiers ambulanciers qui étaient là avec une petite tente de rescue. Ah Fait que eux, ouais. ouais, eux, ils m'ont donné un petit coup de main. Ils ont rempli mes bouteilles d'eau. M'ont donné beaucoup de pas de Gatorade, de Coca-Cola. Puis là, j'ai bu beaucoup trop de Coca-Cola en l'espace de 30 secondes. Résultat de tout ça, des grosses crampes tout de suite après. Ça l'a passé, puis finalement, les 6-7 derniers kilomètres, j'ai réussi à mettre un petit peu de vitesse pour bien finir la course, puis finir en 6e place. C'est vraiment très solide. C'était le fun à suivre. En fait, toutes les courses, je veux dire, les applications permettent de suivre nos Québécois quand ils sont sur des courses comme ça. Puis le 42 il était le fun à suivre. Puis on te voyait progresser. Puis je l'ai dit dans le dernier épisode quand je suis revenu sur le Mute, c'est très gros comme performance. Tu sais, les gens connaissent peut-être un peu moins Mute parce que c'est pas l'UTMB, mais c'est une grosse course qui attire beaucoup, beaucoup de coureurs, de coureuses de partout dans le monde, des gros plateaux. Puis de se placer 6e là, c'est très, très hâte. Félicitations, Martin. Ben, merci. On dirait que, je sais pas, j'avais aucune attente. J'avais pas regardé vraiment les personnes qui étaient sur la ligne de départ. J'ai demandé à Nico, Dan, de me faire un petit topo des coureurs qui étaient des coureurs élites, mais c'est ça. Tu pars sur une ligne de départ d'une course internationale. Tu dis, je fais ma course. Ceux qui sont en avant, ceux qui sont peut-être meilleurs que moi sur papier, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est peut-être le début de saison pour tout le monde, mais dans mon cas, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. Puis non, c'est encourageant pour le début de la saison en me disant aussi que l'année passée, j'avais trouvé ça difficile. Après la CCC, là, les courses que j'avais fait, les entraînements que j'avais fait la classique Salomon fin octobre. Puis j'avais vraiment pas des belles sensations. Vraiment, je dirais pas désastreuses. Ça a quand même bien été la course, mais je sentais pas que j'avais une aisance à courir. Fait que là, de passer l'hiver à faire autre chose, de recommencer à courir progressivement, je m'étais dit, j'ai aucune attente pour le début de cette course-là. Puis finalement, les jambes vont. Tu sais, des fois, c'est un peu trompeur. Tu pars un peu rapidement, les jambes sont fraîches dès le début, puis à un moment donné, ça te rattrape. Mais là, je trouve que j'ai vraiment plané sur un petit nuage pas du début jusqu'à la fin. Il y a toujours des moments difficiles. Ça reste quand même une 3h50 de course. C'est rare que ça va super bien pendant 3h50 de course, surtout quand tu mets un peu d'intensité. Il arrive des moments où c'est un peu plus difficile, mais non, grosso modo, ça a été. J'ai eu des belles sensations. Puis malheureusement, il n'y a personne dans cette course-là qui m'a forcé à me dépasser, par exemple. Parce qu'une fois que j'ai dépassé les deux personnes, j'ai vu personne devant moi que j'aurais pu comme, attaquer, essayer de chasser un peu. Fait que j'ai fini cette course-là un peu conservateur. Je pense même que j'aurais pu faire mieux un peu. Mais encore là, entre la 6e place ou la 5e ou la 4e. Tu savais pas, mais la 5e place gagnait une voiture. Fait que si t'avais comme chassé le gars, tu gagnais un char. Ah, c'est sûr qu'à ce moment-là, ouais, Ouais. je m'aurais peut-être donné un peu plus. C'est vraiment pratique de gagner un char à Madère, le ramener, c'est hyper facile. Rien de complexe par la suite. Toi qui as fait l'année passée la CCC dans le cadre de l'UTMB, là, tu fais Madère, c'est deux courses. Je veux dire, ça se compare pas l'UTMB c'est l'UTMB, mais ça reste que c'est des courses qui attirent, qui accueillent énormément d'athlètes internationaux, qui ont une belle visibilité à l'international, qui attirent les gens. Puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de Québécois qui y sont allés à travers les années. Et là, il y en a plein probablement qui l'entendent, qui t'entendent toi, qui ont vu Julien, Joanie, Jeff, tout le monde là-bas, qui ont le goût d'y aller. Comment tu décrirais cette organisation-là? Comment tu le comparais avec une organisation un peu comme l'UTMB, par exemple? Hey, bonne question. Ben, c'est sûr que l'UTMB, c'est unique en son genre. Toi, tu l'as vécu. Je ne sais pas ton palmarès de course que tu as fait à l'extérieur aussi ou à l'étranger, mais Mioud, vraiment, il y a une super ambiance. Tu vois que ça s'organise un peu dans la minute aussi. Là. OK. Tu arrives, nous, on a pas mal passé du temps proche de la ligne d'arrivée.
on se dit à un moment donné, c'est quand ils vont mettre les flags, c'est quand ils vont monter la structure. Versus l'UTMB, c'est là une semaine avant, c'est pas 2 semaines, ça se construit. Tu vois qu'il y a des chapiteaux avec les compagnies, qui sont là depuis un petit bout, qui sont prêts à accueillir les coureurs. Là, ça se dessine vraiment de dernière minute. Fait que je peux pas dire que j'ai vécu, mettons, mi-août comme j'ai vécu l'UTMB. Ben, la CCC, dans ce cas-ci, là, avec le vibe là, de plus festif, où tu vois les coureurs arriver depuis au moins une semaine. Là, les gens sont vraiment, c'est plus des touristes que tu vois un peu de tous les jours. Puis un peu à la toute fin, une semaine avant, tu commences à voir du monde avec des Oka, des Salomon graviter autour de la ligne d'arrivée. Fait que non, c'est ça, ça a été complètement différent. Ça n'enlève pas que super bien organisé, des bons ravitaux, super bien flagué aussi. Fait que pour un coureur, souvent c'est ce qu'on recherche là. Tu veux pas Ah te oui. perdre, fait que tu regardes que tu sais, il y a beaucoup de fanions, il y a beaucoup d'indications, il y avait des navettes pour le départ. Fait que je pense que l'événement, ça fait aussi, je pense que c'est de la 14e édition ou la 15e édition. Donc, ça paraissait aussi qu'il y avait du vécu derrière cette organisation-là. Puis ils nous ont fait vivre, je pense, à tous les coureurs, une super belle expérience du début jusqu'à la fin. Fait que voilà. Mais tu sais, l'UTMB, je pense que ça sera comparable. Je pense qu'il n'y a aucune course que je vais faire dans ma vie qui va être comparable à celle-là. À l'ambiance que je vais pouvoir retrouver avant la course, pendant la course, puis après la course. Je dis ça, mais bon, je ne les ai pas tous faites non plus, là. Mais Mais la d'un point de Réunion, vue je pense que tu externe. vas vivre un gros party. Je suis pas Ouais, allé, ben, je l'ai c'est pas ça. vécu moi-même dedans, mais j'ai parlé à des gens qui sont allés, j'ai vu des images. Puis je pense que l'UTMB a cette espèce de côté professionnel, de grande organisation où il n'y a rien qui est laissé au hasard, tout est droit, il n'y a pas un flag qui n'est pas droit. Tu sais, je pense que la Réunion, c'est vraiment un gros party de famille. L'île au complet vibre pendant Ouais. une semaine, 2 semaines au rythme de la Diagonale des Fous, au rythme du Grand Raid. Puis je pense que tu vas vivre un méchant party. Je veux pas te vendre ça trop haut, mais tu sais, les lignes de départ, les lignes d'arrivée, il y a du monde, il y a de l'ambiance. Je pense que ça se compare pas, mais ça se compare. Ouais, ben on m'a dit justement que ça allait être assez festif, puis que on dirait que tout le monde prend ça un peu à cœur. Tout le monde, tous les gens qui sont Ouais. sur l'île sont au courant qu'il y a la diagonale des fous à ce moment-là. Donc, je vais pouvoir t'en parler. Si tu m'invites autour du 1er novembre là, 2023, je te ferai un petit topo de ma course, puis de l'ambiance, puis la comparaison que j'ai à faire entre l'UTMB et la diagonale. Mais je suis super excité à l'idée de faire cette course-là. S'il y a un événement cette année que je mets, mettons, dans ma catégorie A, là, c'est Ouais. vraiment cet événement-là. S'il y a un événement où j'ai envie de bien performer, surtout ça arrive en fin de saison, autant tu peux arriver là-bas, puis tu as eu le temps de t'entraîner tout l'été, ben, tout le printemps, tout l'été, puis tu arrives là préparé comme jamais, ou complètement l'opposé, tu en as trop fait. Connaissant mes activités durant l'été, des fois, beaucoup de rando, beaucoup de courses, pas beaucoup de temps de repos. Ça fait en sorte qu'il arrive le mois de septembre, le mois d'octobre, un peu fatigué, puis les vacances, t'as hâte qu'elles arrivent, là. Mais je vais essayer de conserver mes énergies, puis bien faire les choses, puis écouter peut-être mon entraîneur, justement, pour voir Ouais. si je peux trouver le bon équilibre entre je m'amuse, je m'entraîne, puis je performe bien à l'événement. Mais je suis content de l'entendre que c'est possible de s'amuser puis de garder une part d'impro, de sauter sur des occasions, des opportunités, même avec un coach. Que moi, c'est ce que j'ai vécu. Puis je sais que des gens l'ont peut-être pas vécu avec certains entraîneurs ou peu importe, mais moi, c'est ça que je dis depuis le début, ça a jamais été aussi possible de faire un peu ce que je veux quand je veux. Il y a un programme, il y a des sorties à l'horaire que je peux changer de jour, mais qu'il y a des trucs, OK, là, je vais faire mes intervalles, je vais les faire comme il faut, mais toujours ouvert aux bonnes idées, aux mauvaises idées des amis pour aller partir puis faire des longues journées pas possibles dans le bois, là. Ben oui, puis le but, vraiment, quand je pense à mon été, je me dis pas va falloir absolument que je fasse ce plan d'entraînement-là, il va falloir que je suive cette semaine-là vraiment à la lettre. Je sais qu'il va y avoir des fois des trips de cyclotourisme. Je sais des fois qu'il va y avoir des trips de randonnée avec le sac à dos. Puis ça va toujours ça va toujours passer devant, mettons, des fois des entraînements que j'aurais fait durant la semaine. Puis c'est pas grave si des fois je rate telle intensité ou telle longue sortie de course durant le week-end. Je trouve que c'est le plaisir avant tout. Puis encore une fois, je suis pas un athlète professionnel, je gagne pas ma vie avec ça. Puis j'aspire nécessairement à ça. J'aspire à vraiment vivre des belles expériences, à voyager. C'est souvent la cerise sur le gâteau, mes événements de course. Fait que c'est ça. Quand je relativise tout ça, je me dis que l'entraînement, c'est une part de ma vie, mais il y a beaucoup d'autres choses dans ma vie qui sont aussi importantes, même plus importantes.
Ouais, je pense qu'on va enregistrer ce dernier bout-là, là. On va le sortir puis on va le faire écouter au monde, hein. Des fois, c'est important de se rappeler ces choses-là. Ouais. C'est pas notre job dans la vie de faire ça. On est là pour avoir du fun, du plaisir. Puis les courses, c'est pas une finalité en soi. Des fois, c'est juste une façon de se mettre une cerise sur le gâteau, comme tu dis, puis de se dire, OK, il y a un objectif là, puis je vais voyager dans ce coin-là, puis je vais me forcer d'aller m'entraîner avec ça en tête parce qu'il faut que je me rappelle qu'il faut que j'arrive là entraîner. Mais tout ça soit que du plaisir. On s'en va jouer dans le bois, ça finit là. Ben oui, exactement. Dans le cas des Canaries, c'est de jouer dans la lave volcanique, là, et dans les pierres volcaniques aussi. Mais non, non, c'est ça. C'est vraiment ma philosophie au jour le jour. Puis des opportunités, j'espère que je vais en avoir cet été. Là, tu vois, je pense pas partir au mois de juillet super rapidement. Je reviens d'un voyage, je vais finir l'année scolaire comme enseignant. Fait que je pense que je vais prendre les opportunités qui vont s'offrir à moi au mois de juillet. C'est du monde qui cherche un partner pour faire du vélo, puis je peux leur couper le vent, ou un groupe qui cherche un randonneur pour transporter leur collation. Écoute, faites-moi signe, je suis partant. Ah, j'aime ça, Martin, quand tu étais venu la première fois à Pas sorti du bois, tu avais invité les gens à venir passer par chez vous quand ils passent pas loin du Maelstrom, puis tu allais leur faire une petite collation. Là, C'est le gâteau zucchini. Exact, le gâteau au zucchini. Là, tu proposes aux gens d'aller leur couper leur vent puis leur traîner leur bouffe. Fait que j'adore. Tu profites de l'occasion pour faire des petites annonces comme ça. C'est excellent. Il y a Marketplace, mais il n'y a pas sorti du bois. C'est au choix. Exactement. Je trouve que non, tu as un public cible, là, justement. Que c'est des gens qui ont l'air plutôt sympathiques, puis des gens passionnés comme moi de course à pied et de sport. C'est cette clientèle-là que je cherchais. Excellent. Ben, écoute, merci beaucoup, Martin. Toujours un grand plaisir de jaser avec toi. C'est un rendez-vous en novembre, hein, à ton retour de la Ouais, Réunion. Je t'invite ici. Là, on va le faire en vrai. Ça sera peut-être même accompagné d'une course. Ça va être le fun. et Donc, d'une kombucha, bien sûr. et d'une kombucha, voilà. Ben, merci beaucoup de ton temps, Martin. Toujours un grand plaisir de jaser avec toi. J'espère que les gens ont apprécié. J'espère que les gens ont le goût d'aller à Madère, que ce soit pour s'entraîner, que ce soit pour aller voir les beaux paysages, faire de la rando ou peut-être même courir le Mute. Je pense que tu as réussi à encapsuler en un petit épisode tout ce qu'il y a de cool, tout ce qu'il y a de le fun, tout ce qu'il y a de beau avec cette course-là, puis cette île-là, puis cet événement-là. Fait que merci d'être venu une fois de plus. Ben, merci encore une fois de l'invitation. Puis si j'ai pu inspirer des gens pour un prochain voyage ou une prochaine course, ben j'en suis bien heureux. Moi, comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC, qui est le partenaire principal du podcast. Et à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.